j'ai le plaisir, je dirais même l'immense plaisir, de vous présenter à l'occasion de cette journée donc Astre d'Or à Hyères, pour la première fois le projet Habitat et sources alimentaires pour la faune auxiliaire des cultures sous abri et d'extérieur. L'idée maîtresse dans ce projet est de créer un écosystème dans l'agrosystème. C'est un petit peu comme si finalement on cherchait à offrir un gîte et un couvert à la faune auxiliaire. La faune auxiliaire, en fait, il s'agit de tous ces organismes naturels qui nous permettent de lutter contre les ravageurs des cultures. Et en même temps, voilà, vous découvrez son logo, Abalim, qui est donc une création Astre d'Or. Alors, pourquoi ce logo ? Parce que dans la forme d'une maison avec sa fenêtre, il faut voir bien sûr l'habitat. Dans la forme solaire d'une fleur, il faut voir la source alimentaire avec le pollen, entre autres. Le socle, qui est ici une feuille, donc le végétal. Et le tout dans une couleur unique que je qualifierais de forestière, mais le vert du végétal. Donc tout y est dans l'unité. Et c'est quand même ce qui fait la force et l'originalité de ce projet. Je vous dirai plus tard pourquoi. Là, nous avons donc les atouts qui sont maintenant les leviers donc, de l'agro-environnement, l'habitat et la source alimentaire pour maintenir la faune auxiliaire dans les cultures. Ce projet donc, est dans la continuité des précédents projets d'Astre d'Or depuis 2010, puisque nous avons travaillé sur la faune auxiliaire indigène et également sur un projet qui s'intitulait Gîte couvert. Mais depuis donc, le 26 juillet 2019, le projet Abalim est lauréat des appels à projets innovation et partenaires du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. À ce titre, il est financé par le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural pour accompagner la transition écologique de l'agriculture française. Alors là, donc, dans ce projet, dans le cadre de recherche et développement, eh bien, Astre d'Or, Méditerranée Scrad, qui en est porteur, il est avec ses partenaires techniques et scientifiques, à savoir l'INRA, c'est-à-dire l'Institut national de la recherche agronomique et environnement, depuis le 1er janvier 2020, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, voilà, le groupe de recherche agriculture biologique et la station Est-Horticole qui se trouve donc dans la région de Nancy. Alors, donc, autour de ce consortium, nous, c'est-à-dire les partenaires et donc le SCRAD, nous avons également d'autres partenaires, notamment donc, des prestataires qui, donc, pour lesquels on fera appel sur les aspects d'identification de la faune et de la flore qui rentrent dans une biodiversité fonctionnelle des cultures que nous allons travailler. Mais également, nous sommes accompagnés par, bien sûr, Astre d'Or Unité Nationale, les écoles, entre l'école d'horticulture et du paysage donc d'Auroville-aux-Chênes, les producteurs, les conseillers et la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépiniéristes. Alors, donc, le projet, donc, je vais passer sur les objectifs du projet qui, en fait, structurent ce projet. C'est, en tout premier lieu, bien connaître et caractériser donc, des possibilités d'hébergement de végétaux, de matériaux naturels, mais également des plantes refuges, des matériaux refuges et des sources alimentaires complémentaires pour, disons, les auxiliaires de culture. Alors, plus précisément, je vous montrerai le type donc, de sources alimentaires qu'on souhaite travailler. Ensuite, c'est bien sûr, bon, disons, la finalité, c'est quand même de réduire l'indice de fréquence de traitement donc, dans ces cultures. Et bien sûr, donc, le coût de la protection des parcelles.
en but aussi de rendre quand même autonome le fonctionnement des exploitations en protection biologique intégrée. Le projet s'appuie essentiellement, enfin disons avec précision, sur la recherche de stratégies de lutte biologique contre deux problématiques qui finalement sont liées, à savoir la problématique TRIPS californien et les pucerons. Pourquoi ils sont liés? Tout simplement parce que nous avons démontré qu'en présence des pucerons, eh bien, dans une culture, le TRIPS ne va pas forcément s'installer. Il peut être présent, mais il ne va pas présenter une pression, disons, aussi importante que les pucerons. Dès que la problématique puceron est contrôlée, là, on a un renversement des situations et le TRIPS prendra le dessus. Donc, il était important de considérer une stratégie de protection biologique intégrée en considérant ces deux problématiques, sachant que le TRIPS californien, on le retrouve sur la rose fleur coupée, qui sera travaillée donc, au SCRAD, la fraise, qui sera travaillée au CTFL, les rosiers odorants et les aubergines pour la problématique puceron, qui seront travaillés donc sur est horticole pour la partie rosier de jardin et la fraise, l'aubergine du côté d'Avignon, au Grabe exactement. Alors, pour atteindre ces objectifs, eh bien, il fallait bien sûr définir des actions assez précises. En l'occurrence, nous avons 4 actions. Les 2 premières sont, disons, dans une démarche identique, puisqu'en fait, il y a en tout premier lieu une caractérisation des types d'habitat, de même qu'il y a une caractérisation donc, des types alimentaires qui se fera en laboratoire, donc à l'INRAE. Et concernant la deuxième étape, qui est conduite en même temps, la première année, il s'agit de l'évaluation justement de ces ressources, type habitat ou alimentaire. Et là, c'est un travail qui est fait en station. Fort donc des résultats que nous aurons durant cette première année, qui commence là, eh bien, en deuxième année, nous combinerons donc ces 2 leviers que sont habitat et sources alimentaires. Et ceci sera travaillé durant 2 ans, c'est-à-dire dans la deuxième et troisième année du projet. Et dès aujourd'hui, nous sommes dans l'action 4, c'est la première fois, en savoir donc, nous faisons en sorte de valoriser, de faire connaître en tout premier lieu ce projet. En fin d'année, donc, nous commencerons à valoriser ce travail et en dernière année, assurer donc, le transfert des résultats obtenus. Alors, quelles sont les forces et l'originalité du projet en lui-même? Principale force, c'est véritablement l'association de 2 filières du végétal, à savoir donc, les cultures horticoles et maraîchères réunies sous une même thématique qui est la protection biologique de ces cultures. La deuxième, tout aussi importante, c'est justement d'avoir ce lien entre les travaux de recherche au laboratoire et les expérimentations qui seront conduites en même temps. C'est-à-dire qu'il y a déjà des acquis qui vont, venant de l'expérimentation, qui vont être caractérisés au laboratoire, mais des choses nouvelles peuvent émerger du laboratoire qui seront ensuite mises en expérimentation. Après, donc, nous avons, c'est vrai, cette originalité qui est d'offrir à la fois un habitat et une source alimentaire qu'on peut caractériser comme gîte couvert aux auxiliaires des cultures. Il y a le fait de combiner justement ces deux leviers. Et puis, bien sûr, c'est de sécuriser la lutte biologique. Ça, c'est quand même, disons, la principale originalité du projet, dont le but, donc, d'avoir une viabilité aussi économique de l'exploitation. Alors, j'ai choisi un exemple pour justement illustrer ces propos en termes de habitat, sources alimentaires et biodiversité fonctionnelle. Alors, parmi tous les insectes utiles, disons utiles dans le sens
qui agissent dans le cadre d'un contrôle des populations de ravageurs, qui sont, disons, que l'on retrouve dans l'ensemble des filières du végétal, que ce soit horticulture, maraîchage ou même arboriculture. Eh bien, nous avons la chrysope. La particularité de la chrysope, c'est aussi, disons, de s'intéresser à plusieurs ravageurs. Dans ce cas, la chrysope donc, va chercher donc, des proies pour sa progéniture. Donc, l'adulte, lui, va avoir besoin de s'alimenter. Il s'alimentera du pollen donc, de plantes. Et en l'occurrence, là, il s'agissait d'arômes qui étaient aux abords d'une culture de renoncule, production bien varoise. Et en fait, donc, le fait d'attirer la chrysope par le pollen d'arôme, cette chrysope, potentiellement, pourra prospecter dans la culture de renoncule pour déposer ses pontes. Et donc, de ces pontes émergeront les jeunes larves qui, en effet, disons, s'alimenteront des pucerons que vous pouvez voir ici. Donc là, nous avons un exemple. Donc, vous voyez donc, le fait d'avoir une source alimentaire à proximité d'une culture donc, permet donc, d'attirer l'organisme qui nous intéresse et qui va donc nous rendre service par ce contrôle à la fois des pucerons et puis potentiellement des tétraniques, voire de cochenilles et même de trips, ça serait possible. Alors, autre exemple, là, c'est ici des travaux donc, de nos collègues qui se trouvent à Astre d'Or, Pays de Loire-Bretagne. C'est justement le fait d'intégrer directement dans la culture des plantes fleuries. Alors, ces plantes fleuries, donc en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, peuvent attirer donc, des cirphes. Là, vous avez une photo de cirphe, ce diptère, qui, lui, au stade adulte, ne fait que consommer du pollen. D'ailleurs, c'est un indicateur écologique, hein. Il est même pollinisateur. Il va déposer ses œufs au milieu des pucerons. Lui, sa principale cible, c'est le puceron. Et donc qui vont ensuite consommer, bien sûr, ces populations qui sont dans la culture. Donc ça, c'est un exemple donc, de source alimentaire à base de pollen issu de plantes fleuries. Mais il y a également un autre type de plantes pour lesquelles donc, les pollens peuvent être disséminés par le vent et donc se retrouvent saupoudrés naturellement sur la culture. Alors là, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, dans ce cas-là, eh bien, ce sont les organismes dépourvus d'ailes. En l'occurrence, bon, c'est surtout ce qu'on appelle des acariens prédateurs ou phytoséides. Là, vous avez une photo, il s'agirait d'un Amblydromalus limolicus qui, en fait, consomme, tout en consommant le pollen, peut augmenter sa population. Et s'il y a une présence de ravageurs avérés, notamment des larves des trips, eh bien, en fait, il consommera aussi les trips. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, nous allons travailler cet aspect-là. On va caractériser les végétaux susceptibles, donc en effet, de répondre à ce type d'activité. Et également, nous avons l'autre possibilité qui est d'apporter directement du pollen dans les cultures par un saupoudrage mécanique. Nous avons déjà donc des travaux sur ce sujet qui sont très intéressants et qui ont abouti justement à l'augmentation de populations de phytoséides. Je pense notamment au point Cessia, c'était à la station d'Astre d'Or du GIE. Nous l'avons également constaté sur le gerbera, voilà, au SCRAD. Donc voilà, c'est quelque chose qui va continuer à être travaillé. Et en fait, on s'intéressera toujours aux ravageurs. Parce que l'idée, c'est aussi, ce n'est pas d'augmenter la population de certains ravageurs. Et on passe plus particulièrement aux trips, parce que le trips était aussi polliniphage. Et là, concernant ce pollen qui a été utilisé, dans les conditions d'expérimentation que nous avions menées au SCRAD, bien sur une centaine d'individus, nous n'avons jamais retrouvé de pollen de Typha dans le trips. Donc, on va continuer à travailler avec ce. Tout à fait, monsieur.
Voilà. Alors ici, donc comme je vous disais, donc là, source alimentaire, pollen, voire nectar. Alors, autre source alimentaire, des proies. Alors concernant les proies, nous aurions la possibilité de lâcher des acariens des poussières, qu'on appelle aussi Thyrophagus, directement dans la culture. Alors, parce qu'en fait, ça permettrait d'alimenter toujours des phytoséides, lesquels phytoséides sont prédateurs des larves de thrips. Des larves de thrips, pas des adultes. Après, autre possibilité, là c'est dans une autre communauté d'auxiliaires. Il s'agit donc, ce qu'on peut vulgairement appeler des microguêpes, ce sont des calcidiens en fait, qui donc ont cette aptitude de pondre directement dans les pucerons. Eh bien, si en effet on a des plantes de service avec des hôtes pour parasitoïdes qui s'y développent et après potentiellement viendraient dans nos cultures pour justement contrôler les pucerons propres à ces cultures. Alors, donc, vous voyez, là je vous ai donné des exemples concernant le levier source alimentaire. Il y a bien sûr le levier habitat. Et en effet, entre donc l'INRAE qui va justement travailler sur la caractérisation, c'est-à-dire l'attirance, l'appétence de plantes, l'attirance pour certains organismes comme l'Orius, entre autres, qui est très, très important pour le contrôle du thrips sur la fraise. Il y aura également des habitats comme les causes de Saradin. Vous voyez donc là le pollen avec des phytoséides. Il y aura en même temps donc, ce travail que l'on fera au sein des stations donc, concernant la protection du rosier, la protection de l'aubergine, la fraise et les rosiers de jardin, avec aussi comme type d'habitat la laine mis en extérieur donc, sur des parcelles de rosiers de jardin. Il y aura aussi le miscanthus. Et concernant les causes de sarrasin, qui seront travaillées à la fois donc, au laboratoire et en station, en expérimentation, eh bien, c'est un support très intéressant dans la mesure où il abrite non seulement l'auxiliaire, un acarien prédateur, le phytoside, mais aussi sa proie, le Thyrophagus. Donc il y a tout. Il sert à la fois d'habitat pour la proie et d'habitat pour l'auxiliaire. Et en fait, donc dans ce va-et-vient durant 2-3 ans, et par contre, on veillera toujours à identifier les organismes jusqu'à l'espèce, que ce soit la faune, utile ou nuisible, et également la flore, c'est-à-dire les pollens. Pardon. Non, c'est moi. Il faut, par rapport à ce que vous expliquez, il faut combien de temps pour que ça s'installe concrètement dans une serre ou une culture traditionnelle, à une échelle beaucoup plus grande qu'un centre d'essai. Il faut à peu près, pour que l'équilibre se fasse justement entre l'habitat, ceux qui sont bons, enfin qu'alimentent, etc., et pour que le producteur s'y retrouve en termes d'équilibre et le lutte contre le parasite. Alors, on est dans de la recherche appliquée. Bon, à ce jour, je n'ai pas encore de retour d'exploitation, mais dans notre expérience, notamment à la station au Scrat, j'ai pu constater qu'en l'espace d'un mois, je pouvais retrouver des Thyrophagus et également des Neozeulus, c'est-à-dire la proie et son auxiliaire, donc dans des causes de sarrasin, dans des rosiers. Donc ça veut dire qu'une mise en place, si elle se fait au mois de mars, j'ai des chances au mois de mai d'avoir un certain équilibre biologique. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que justement la pression s'exerce à partir de ce moment-là. Donc voilà. Et sachant qu'après ils se maintiennent. Tant que la culture est en place, ils restent. Alors, fort de tout cela, c'est-à-dire que chacun travaillant l'aspect à la fois auxiliaire, source alimentaire, refuge, plante de service, tout ceci va constituer donc une banque de données qui nous est utile. Dans cette biodiversité, nous allons recombiner donc des stratégies qui profiteront à tous et à chacun. Voilà, c'est en fait le concept d'alliance habitat, source alimentaire, interculture, que ce soit sous-abri et d'extérieur. Voilà. Donc,
Ce qui est très important dans le projet, outre bien sûr tout cet aspect recherche, laboratoire, expérimentation, c'est qu'il faut sortir donc toutes ces informations des tiroirs et donc communiquer. Donc vous sachiez où vous pouvez donc avoir accès aux résultats de ce projet à Bali. Donc là, je vous mets la liste des différents supports et moyens de communication. Donc les journées techniques, les salons, les colloques. Donc je présenterai le projet à l'occasion du colloque OILB à Brest. Les portes ouvertes des différentes stations, des revues techniques et scientifiques bien sûr, et le guide d'Astre d'Or sans l'oublier, et bien sûr que ce soit dans les revues horticoles ou maraîchères. Et bien sûr, il y aura les sites, et notamment le site du ministère de l'Agriculture et des instituts techniques. Voilà, donc merci, et si vous avez des questions, je vous suis à votre écoute. Donc le micro est à vous, n'hésitez pas. J'ai certainement oublié certaines choses. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Tom de l'Astrédor. J'avais une question par rapport aux chrysopes et aux arômes. Est-ce que j'ai pas bien compris si c'était encore quelque chose de prospectif, une idée que ça va fonctionner, parce que c'est vrai que aller chercher le pollen d'arôme c'est assez simple, c'est assez facile d'accès pour une chrysope comparé à d'autres fleurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été validé, observé? Oui, c'est validé. D'accord, donc validé à qui? Des adultes vus dans les fleurs se nourrir de pollen. Alors, oui, tout à fait. Alors, en effet, ce résultat, on l'a obtenu suite donc aux travaux réalisés dans le cadre du projet national faune auxiliaire, où dans les environs de Hyères, on avait collecté jusqu'à 10 espèces de chrysopes. Ces chrysopes donc, ont fait l'objet d'une dissection et d'une caractérisation des régimes alimentaires. C'est-à-dire que nous sommes en contact avec une entomologiste, c'est Johanna Villeneuve-Chassé, qui non seulement qui est spécialiste des chrysopes à l'échelon mondial, donc non seulement identifie l'espèce, mais en plus identifie les pollens, toutes les espèces de pollen ingérées par les organismes. Et à notre très grande surprise, on ne s'y attendait absolument pas, elle a trouvé un tout petit grain de pollen qui se multipliait 1000 fois et qu'elle retrouvait donc dans les chrysopes. Donc j'ai cité l'arôme parce que finalement c'est une plante qu'on retrouve de partout. C'est même une plante, une fleur coupée, une plante en pot. Donc c'est quand même, voilà, ça démontre l'intérêt, le service du végétal, voilà, qu'il soit horticole ou pas. Et donc en effet, et voilà, tout à fait. Et voilà. Et donc c'est sûr, c'est acquis. Mais en plus, c'est que ça nous a permis de constater qu'on avait jusqu'à 10 espèces de chrysopes et pas l'espèce de chrysope lâchée venant des élevages commerciaux. Voilà. Oui. Bonjour, je m'appelle Franck, oui. Monaco. Je voulais savoir le lâcher d'acarien des poussières, sous quelle forme vous le faites? Alors, en effet, faut pas vider l'aspirateur, j'espère. Alors, il s'agit du Thyrophagus. Voilà. Thyrophagus, j'ai oublié le nom d'espèce, mais c'est pas grave. Et on a commencé en système D, c'est-à-dire que vous avez toujours des Thyrophagus qui sont livrés dans tous les élevages, en fait, dans les sachets. Donc, on a récupéré des individus qui émergeaient des sachets. Et on les a mis simplement dans du son, dans une boîte avec un papier humide posé sur du son, dans une boîte plus ou moins hermétique. Et je puis vous assurer qu'en l'espace de 10 jours, vous avez le seau rempli donc, de Thyrophagus. Et donc, vous servez, vous prenez, vous dispatchez. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que sans le savoir, nous faisons tous de l'élevage auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois qu'on commande des acariens prédateurs dans des vracs, plutôt du vrac en fait, on fait un saupoudrage. Donc on l'amène dans la culture. Et finalement, ils se maintiennent. Parce que finalement, les Thyrophagus, certains qu'on a pu retrouver dans des causes de sarrasin, on n'avait pas procédé à un élevage initialement. C'est juste que, en fait,
par ses apports de saupoudrage, il s'était maintenu sur les côtes de Sarrazin. Et fort de cette expérience, je vous en ai toujours, c'était en 2016, j'étais avec un étudiant qui était très système D, et donc on s'est lancé dans ce micro-élevage dans un bureau finalement, mais qui a fonctionné. On a renforcé cette population comme celle-là. Donc voilà. Après, on peut, excusez-moi, après, donc ce que probablement on va faire, il existe un produit qui s'appelle Might Food. C'est en fait Bioline, Bioline, c'est anciennement la société Biotop, qui en fait le commercialise. Ce sont uniquement donc des thyrophagus, des proies. Mais comme je vous dis, on peut très bien imaginer un jour un exploitant qui, disons, fait un élevage de proies en but justement d'apporter ce service aux autres professionnels. Oui, oui. Donc, Pierre Aberchil, je suis horticulteur. Oui. Je fais de la PBI, enfin, j'essaye de faire la PBI depuis 1998, oui. Avec beaucoup d'échecs, avec une réussite quand même, sur du point CCA, depuis plusieurs années qu'on arrive à reproduire. Ma question, oui. C'est, nous producteurs, on a besoin de solutions reproductibles oui. et fiables. C'est-à-dire, c'est biologique. Oui. Ce que vous proposez, c'est biologique. Ça veut dire que des fois ça marche, des fois ça marche pas parce que l'humidité, parce que le soleil, parce que le vent, etc. Et donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut trouver des solutions qui vont arriver chez nous de manière reproductible et dans des conditions bien précises, de manière à ce qu'on soit efficace et qu'on ne s'use pas après des méthodes qu'on nous a préconisées qui marchent en station, qui marchent en labo, mais qui ne marchent pas toujours chez nous. Oui, bien sûr. Alors, tout à fait. Je suis très contente que vous nous précisiez cela. Et moi, j'ai le souvenir, monsieur, de vous avoir entendu quand vous parliez de cette problématique du trips californien. Je m'en souviendrai toujours. C'était à Lyon. Ça m'avait énormément touchée. Je travaillais sur le sujet. Et croyez-moi, c'est bien resté ancré. Alors, ce que je peux vous dire, un simple exemple, c'est il faut... disons déjà bien connaître le climat de la serre, avoir des relevés, toutes les conditions précises, ouvrir des journaux, écrire tout ce qu'on fait, tout. Et concernant la lutte contre le trips, j'ai un exemple tout simple. C'était il y a 2 ans, c'était le Botanigard. Le Beauveria bassiana, c'est la souche GHA, pas une autre, hein, c'est celle-là, hein, donc, qui était conseillée pour la lutte contre la lorode, et il était marqué le trips. Alors, on s'est dit, bon ben, allons-y. Tentons cet été. En plus, on avait des conditions, c'est en 2018, presque subtropicales. Donc, chaleur et hygrométrie, on l'avait. Mais en fait, comment toucher le trips? On dit, oui, ça marche sur le trips. Mais comment le toucher? Alors qu'en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est à satisfaire son thigmotactisme. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, il va chercher à être au contact du végétal en tout point. Donc, le dos, le ventre et les flancs. Donc, ça veut dire qu'il est dans le bouton. Rien ne l'atteint. Moi, il m'est arrivé de compter jusqu'au 18e pétale pour trouver un trips. Donc, on est d'accord qu'aucun produit ne pourrait l'atteindre, hein, même pas un produit de contact. Eh bien, nous avons utilisé un atomiseur pour appliquer donc, le champignon. L'intérêt, bon, initialement, c'est parce qu'on ne voulait pas avoir du mildiou sur le rosier. Quand on est dans des conditions subtropicales, on ne va pas apporter... voilà, on est d'accord? Donc 10 litres, on avait un essai de 150 mètres carrés, c'était parfait. Mais en faisant ça, finalement, on savait aussi qu'on allait bouger la végétation. Donc on allait le déranger. Et en effet, je puis vous assurer, alors qu'on avait en moyenne jusqu'à 6 individus par point, sachant qu'on note 100 points dans une serre, en l'espace de 3 semaines, nous sommes arrivés à 0,1. Exactement. Donc, les conditions, on les avait. C'est-à-dire température, hygrométrie, on savait. Mais également, la technique d'application, la fréquence, le volume d'eau. D'accord? Et à quel point il fallait voir, justement, ce type de seuil, quoi. Comment, voilà. Donc, tout doit être bien écrit. Et après, donc, fort de cette expérience en 2018, on se dit, on va renouveler ce protocole. Et ça a fonctionné cette année encore. Durant cette période-là. Mais après, il nous faut les autres maillons par saison pour justement arriver à avoir une année complète avec, disons, un équilibre acceptable, disons, concernant cette population de trips et les organismes utiles.
Voilà, donc en effet. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci. qualité de prestation.